Imagine le métier RH et son évolution dans les 50 dernières années. C'est quand même un métier qui a connu des évolutions juste extraordinaires. Et parmi la grande mutation qui a lieu au milieu des années 80, il y a le démarrage de l'internationalisation des grands groupes. Cette fonction ressources humaines, alors elle se mutualise, il y a des plateformes de services, on fait des services de paye en Asie. Les DRH deviennent internationaux, ou doivent le devenir. Aujourd'hui, je dois avoir au moins la moitié de l'équipe qui n'est pas française, et c'est plus que nécessaire. La fonction RH, elle pourrait être vue par un archéologue ou par un géologue avec de nombreuses couches. Et je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui évacuent la dimension internationale. Les sociétés, elles veulent des tailles mondiales. Donc nos directeurs des ressources humaines, ils se mettent à parler anglais. Est-ce que le DRH a cette position stratégique plutôt en France, plutôt dans certains pays ou globalement? La question mérite d'être posée parce qu'en réalité, on voit des différences. Et je ne pense pas que la différence soit spécialement nationale. Je pense qu'elle est liée à la culture de l'entreprise et à sa dimension. Dans les grandes entreprises françaises, la dimension RH est maintenant à trouver sa place, j'allais presque dire de façon indiscutable. À la fois parce qu'il y a cette dimension en France de façon historique, mais aussi parce qu'on a une particularité en France, c'est des relations sociales importantes, denses, historiques, et où cette dimension sociale donne, j'allais presque dire statutairement, au DRH une place importante dans le pilotage de l'entreprise. Maintenant, la place du DRH dans les entreprises internationales hors France peut être tout aussi importante. Et je pense qu'elle prend de l'importance au fur et à mesure que l'entreprise est grosse. En fait, au sein de Thales, j'étais rattachée au DRH du groupe qui m'avait recrutée pour être directeur juridique ressources humaines du groupe. Thales est devenu de plus en plus international. On a négocié des accords collectifs qui, justement, étaient négociés au niveau européen pour, en fait, essayer d'harmoniser les politiques sociales sur l'ensemble du groupe. Et j'avais donc institué un réseau de femmes au sein qui traitaient de ce sujet de l'égalité. Et elles étaient, je me souviens, très choquées par l'idée que je développe les crèches interentreprises en France, mais que j'imagine aussi des moyens de garde à l'étranger, par exemple en Écosse ou en Allemagne. Donc, en fin de compte, il faut s'adapter à l'état d'esprit d'un pays et des gens qui le composent pour en fait définir des politiques qui sont communes, mais qui tiennent compte quand même des mentalités. Quand il s'agit de penser global, d'être capable de développer, alors en l'occurrence si je pense à mon équipe d'upskilling, des programmes de formation sur du e-commerce, si on n'a pas été confronté à TikTok ou à Tmall en Asie, c'est un peu compliqué en fait de le voir depuis Paris, c'est un peu l'effet Arche de Noé. À un moment, ça fait gagner un temps fou en fait. Et cette espèce de bouillotte-là, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Pour les RH, c'est quelque chose de très intéressant à vivre parce que être forcé à réellement rentrer dans une culture qui n'est pas la sienne, à faire cet effort-là, ça reste un réflexe, c'est comme l'apprentissage des langues. Tant qu'on n'y est pas confronté, on ne sait pas qu'on y est capable. J'ai eu premier job global dans lequel j'étais très confronté aux États-Unis. Quand même, c'est très différent de l'Europe. Je l'ai bien réalisé à ce moment-là. Et ça a été aussi un moment intéressant d'essayer d'expliquer aux Américains ce que c'était que le système de retraite français.
parce que les grandes entreprises américaines étaient auto-assurées, en fait, et prélevaient d'une façon ou d'une autre de l'argent sur ce qu'elles versaient à leurs salariés pour alimenter des fonds, comme des fonds privés, qui après leur versaient après leur retraite. Et leur expliquer ce que c'était qu'un système d'État, ce que c'était que des cotisations, des charges patronales en plus. Enfin, donc il y avait une pression forte pour que les gens soient traités en équité, et d'une façon qui était révolutionnaire. À l'époque, je ne l'ai vu nulle part ailleurs, cette façon de faire, qui était très transparente en fait. Quand on part dans d'autres régions du monde, qu'on parle des RH, de nos pratiques RH françaises ou en tout cas européennes, les RH locaux sont toujours intéressés parce que ça les change aussi des pratiques américaines qui sont quand même assez globalisées. Et ils aiment bien un peu c'est vrai que cette French touch un peu les intéresse et en tout cas au moins les intrigue. Là où il faut faire attention, c'est de toujours aussi respecter la culture locale, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir pratiquer de la même manière les RH en France, aux États-Unis ou à Singapour. C'était à Singapour, on était dans la décennie 1990, plutôt au début de cette décennie. Et du coup, on est parti à une poignée de spécialistes du coup, pour essayer d'ouvrir l'implantation dans la perspective de démarrer un grand chantier de construction dans ce pays nouveau pour l'entreprise. Et du coup, moi, une de mes premières missions, c'était de démarrer du recrutement avec environ 200 postes à pourvoir, de bâtir le socle social dans lequel on pourrait accueillir ses salariés, le contrat de travail, les avantages, la protection sociale qui était complètement privée et non pas publique. Donc j'ai dit, voilà, on se parlait en anglais évidemment, on a en France un droit du travail assez dense et assez fourni, d'ailleurs rassemblé dans un document qu'on appelle le Code du travail. Est-ce que vous pouvez me donner l'équivalent à Singapour? Et donc l'avocat en face de moi, il n'y a aucun problème. Il a sorti un fascicule de 16 pages et m'a remis voilà le Code du travail. Donc 16 pages par rapport au Code du travail qu'on connaissait déjà à l'époque, qui devait en faire quelques solides centaines, on va dire. Ça fait que 10 ans maintenant finalement que j'ai démarré ma carrière, mais j'ai quand même vu de sacrées évolutions. On a beaucoup d'ingénieurs étrangers, très bien payés, basés à l'étranger, à qui on doit faire entièrement confiance et auprès de qui on doit faire un management autour du projet plutôt qu'à la tâche. Et donc ça va vraiment demander la capacité pour le manager à faire confiance, se tourner vers un objectif sans micromanager. Et je pense que l'avenir, c'est évidemment la mort du micromanagement. On l'a tous souhaité depuis des années et des années, mais je pense que maintenant c'est devenu obligatoire puisque micromanager à distance, c'est absolument impossible et c'est la voie toute tracée vers le burn-out. La question de la mobilité internationale post-Covid est intéressante parce qu'on pourrait croire qu'avec l'arrêt très brutal des déplacements professionnels qu'on a vécu au printemps 2020 et la reprise qui s'est faite, mais assez progressive, de ces déplacements professionnels, on pourrait croire que cette crise sanitaire a peut-être marqué un tournant vers moins de mobilité internationale. Probablement, les modes de pratique de la mobilité internationale vont se modifier. On aura, à mon sens, sans doute moins d'expatriation, mais plus de localisation, c'est-à-dire de plus de personnes qui vont faire des parcours de carrière internationaux sans pour autant avoir le statut d'expatrié, mais pour autant avoir une vraie carrière internationale qui vont les voir se déplacer de pays en pays. Je pense qu'on aura aussi beaucoup de commuting, et on le voit. On voit beaucoup plus de personnes sur un plan national qui vivent à Lyon et travaillent à Paris, qui vivent pas à Paris et travaillent à Nantes. C'est un muscle. C'est comme d'apprendre une langue. Le jour où j'ai appris le portugais, je me suis dit que je pourrais apprendre n'importe quelle langue. Ça m'a pris 6 mois, je pensais que j'y arriverais jamais. Et au bout de 6 mois, je le parlais et je continue de le parler. Et en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que de passer dans ma journée de ma collaboratrice brésilienne à une autre qui est japonaise, à une autre qui est libanaise, à quelqu'un d'autre qui vient d'encore un autre pays, une anglaise, etc. Et de revenir à Edouard, qui est un ancien du CIFOP, avec qui j'ai le plaisir de bosser, qui est français. En fait, cette mécanique-là, quand elle est 15 fois par jour, très égoïstement, ça m'aide incroyablement à passer le laps de temps d'une réunion Teams juste avant de venir de l'Amérique latine à demain matin première heure ou tout à l'heure aux États-Unis et demain le Japon. Donc le grand enjeu, c'est d'arriver à ce que
non seulement la fonction RH existe avec des professionnels à la tête de cette fonction dans les différents territoires, mais qu'en plus, les différentes parties composant ce puzzle puissent se parler et bâtir ensemble des projets et des façons communes de travailler et d'avancer ensemble.